Nous sommes à Carouge le 18 février 2012. On se trouve au studio GDS chez Georges Schwitzgebel, que vous connaissez bien, Bruno Edera. Oui. Alors vous êtes à la fois journaliste, historien du cinéma d'animation, fondateur du groupement suisse du film d'animation. Vous avez aussi été responsable du secteur animation à la télévision suisse romande ou encore membre de jury dans des festivals. Vous avez exercé pendant plus de 40 ans de nombreuses activités liées au film d'animation dont vous êtes en Suisse un peu la Bible. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes né en 1937 Oui. À Sainte-Croix. À Sainte-Croix, oui. Alors dites-nous quelques mots sur le milieu dans lequel vous avez grandi. Eh bien, je suis né donc à Sainte-Croix, où à l'époque c'était un grand lieu d'industrie qui concernait les médias, aussi bien les médias sonores du côté des entreprises Torrance, où d'ailleurs mon père travaillait, et des entreprises Paillard qui étaient connues surtout à Sainte-Croix pour la production et la construction, la fabrication d'appareils concernant le cinéma 16 mm. Et ils avaient en plus à Yverdon la fabrication des machines à écrire Hermès. D'où vient le nom Edera? Ça, c'est une notion qui est romaine au départ. Ça veut dire le lierre. Je meurs ou je m'attache. Donc votre père est italien? Était, oui. C'était italien. Tandis que moi j'étais suisse parce que avec le cours des années, on a eu la possibilité de se faire suisse, d'autant plus que né à Sainte-Croix. D'accord. Et votre mère? Ma mère était tessinoise. Et puis alors, est-ce que vous avez grandi dans un milieu italophone? Non, pas du tout. Non, la langue italienne était peu parlée à la maison. C'était vraiment au niveau scolaire, on était scolarisé en langue française et donc il n'y avait pas de raison de parler la langue italienne, sauf les parents, quand ils avaient des confidences à se faire et qu'on était à table, entre eux se disaient quelques mots d'italien tessinois pour que nous ne les comprenions pas. Quelle place avait la culture dans le milieu familial? C'était une place importante parce que mon père était photographe. En dehors d'une activité de galvanoplaste dans l'usine où il travaillait, donc chez Torrance à Sainte-Croix. Donc il y avait pas mal de personnes qui passaient à la maison, c'était pas un magasin de photos. C'était en fait, mon père avait un laboratoire et il faisait beaucoup de travail, y compris de prendre des photos, portraits pour des cartes ou des choses comme ça qui étaient nécessaires dans l'usine où il travaillait. Mais est-ce que le cinéma a eu assez vite une certaine importance? Pour moi-même, oui. Parce que étant donc dans l'usine Paillard, où j'étais dessinateur au départ, dessinateur technique, et puis on a touché à un certain nombre d'éléments de formation qui étaient destinés à différents travaux sur des caméras ou des projecteurs, et même, pour faire une comparaison, les emballages qu'on devait préparer pour l'envoi de ces appareils à l'étranger, etc. Donc, j'étais dans le domaine technique. Et j'ai attrapé le virus de cette entreprise parce qu'ils travaillaient avec des caméras. Après, on a pu obtenir, quelques-uns d'autres camarades que moi-même, on a pu obtenir des caméras pour faire des essais, simplement d'aller un peu filmer le paysage ou des événements qui avaient lieu autour de chez nous. Mais quand vous dites « on a pu », j'étais pas tout seul. On était quelques-uns relativement du même âge
dont on s'est retrouvés beaucoup plus tard, notamment quand je suis entré à la télévision. Alors par exemple, qui, vous vous souvenez? Non, là vous me prenez sur un nom, vous me prenez à tort. Je suis un petit peu alzheimerien, excusez-moi. Vous m'avez dit que le théâtre avait aussi de l'importance dans votre vie. Il existait une salle qui s'appelait la salle du Stand, qui alliait en fait d'une part les activités théâtre et les activités cinéma. Et j'ai fait un peu de théâtre parce que c'était créé un groupe en 51 qui s'appelait d'ailleurs le Théâtre 51. Et j'étais encore assez jeune à l'époque. Et j'ai fait un peu de théâtre et aussi dans le cadre d'activités qui se faisaient au plan avec les éclaireurs. J'étais aussi éclaireur et on faisait une fois par année une soirée où j'ai plusieurs fois fait du théâtre, joué des pièces. Donc, là, on est toujours à Sainte-Croix. Ah, c'est toujours à Sainte-Croix, oui. Mais ensuite... Ensuite, quand j'ai eu fini mon apprentissage, quand j'ai eu fini donc, la formation, je me suis déplacé sur Yverdon. Voilà. Et à Yverdon, donc, dans d'autres parties des bureaux techniques de l'entreprise Paillard. Et puis à ce moment-là, vous avez pris quelques cours au conservatoire de Lausanne, toujours oui, dans le domaine du théâtre. Mais très peu. Très peu. J'ai fait 6 ou 7 leçons avec à l'époque quelqu'un qui était très connu comme comédien à la radio, qui était M. Mermineau. Mais j'ai arrêté assez vite parce que c'était pas pratique d'aller jusqu'à Lausanne pour essayer de se former la voix. Donc c'est pour ça que j'ai une voix qui est encore pas bien formée. Donc vous avez travaillé quelque temps à Yverdon et puis ensuite vous vous êtes déplacé au Locle. Oui, on s'est déplacé d'abord à la Chaux-de-Fonds où j'ai travaillé dans différents domaines horlogers et au Locle. Et puis après, dans le Val-de-Rue, enfin au Genevet-sur-Coffrane, toujours dans le domaine horloger et toujours dans le domaine de la technique, donc de dessinateur technique et constructeur. Quel était à ce moment-là votre rapport avec le cinéma? Eh bien, j'essayais toujours d'aller voir des films, soit du côté de la Chaux-de-Fonds, soit du côté du Locle, et puis de suivre l'activité cinématographique de l'endroit par rapport aux films qui y étaient développés. Et puis ensuite, on m'avait conseillé de m'occuper d'un ciné-club, ce qui fait que j'ai axé une activité sur le genre ciné-club qui à l'époque était quelque chose de beaucoup plus vivant qu'actuellement parce qu'il n'y avait pas énormément de salles comme actuellement se font, et puis il n'y avait surtout pas la télévision. Donc ça veut dire qu'on allait chercher sur des listes des films qu'on pouvait montrer et qu'on pensait à l'époque qui étaient des classiques. Alors cette activité de ciné-club, elle avait déjà commencé à Sainte-Croix? Oui, mais pas beaucoup. Mais elle avait déjà commencé, oui. Il existait un ciné-club ou c'est un... Plus maintenant, mais ça a existé, oui. Oui, en 51, 52, 53, à peu près comme ça. Et après, la même chose à la Chaux-de-Fonds. J'ai occupé un petit peu du ciné-club du Club 44. Et puis après, j'ai abandonné l'activité ciné-club. Alors ce ciné-club du Club 44, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que le Club 44 organisait déjà à l'époque des conférences. C'est ça. Le Club 44 en fait était un club qui dépendait d'une entreprise privée qui travaillait dans l'horlogerie, où je travaillais aussi au bureau technique, où je faisais des dessins. Et puis, c'était, même à l'époque, c'était quelque chose, il faut peut-être le souligner, qui était réservé aux messieurs. Les dames, au début, n'avaient pas la possibilité d'y entrer. Après, ça s'est développé. Et puis, c'était donc géré par le directeur d'une des grandes usines de la Chaux-de-Fonds, qui était le Porte-Échappement, qui était une usine qui fabriquait des éléments
pour les montres. Et puis donc c'était ce monsieur Braunschweig Oui, c'est ça. Qui a acquis un projecteur 35 Qui a acquis une fois un projecteur 35 qu'il a trouvé dans un cinéma et puis qu'il l'a amené et puis on était un ou deux et il nous a demandé si on serait capable de le mettre en route et on a pu ainsi faire venir notamment des gens qui produisaient des films qui étaient directement concernés par l'activité de l'entreprise, qui étaient notamment des gens qui produisaient des films publicitaires ou des choses comme ça, ou des films techniques. Et le ciné-club du Club 44 avait pu montrer un certain nombre de choses ignorées, en fait. Vous savez si c'est quelque chose qui a perduré? Je ne peux pas dire parce que c'est une période où après je suis parti de la Chaux-de-Fonds et j'ai plus tout à fait suivi ce qui s'y passait. Dans le canton de Neuchâtel, est-ce que vous étiez en contact avec quelqu'un comme André Parat, par exemple? Oui, bien sûr, et M. Biedermann aussi. Et donc, on avait des bons contacts qu'on a d'ailleurs encore actuellement. Et c'était vraiment des gens qui étaient très, très actifs dans le domaine du cinéma. Et ils étaient en plus, c'était quelque chose qu'ils faisaient en plus de leur métier à l'époque. Donc, c'était pas des vrais amateurs, c'était déjà des gens qui travaillaient très fort sur des productions. Et puis il y avait ce ciné-club des cinéastes amateurs. Oui, mais ça, je l'ai mal connu. Vous m'avez dit qu'avec votre femme, vous avez fait un petit film à ce moment-là. Oh, c'est-à-dire que j'étais un petit peu obsédé par ce phénomène du film d'animation où faire bouger des objets ou des choses, et j'étais personnellement incapable de faire quelque chose directement sur la pellicule ou sur un bout de film. Et ma femme s'était même occupée de faire des petits bouts d'essai avec les enfants, en faisant bouger des petites choses, une noisette ou des petites choses. Donc vous aviez une caméra? Oui, on avait une caméra. Une caméra qui permettait justement de faire l'image par image, qui est une caméra un peu particulière de la production à l'époque de la maison Bolex. Mais vous avez fait un petit film qui a été présenté pour une fête de village. Vous m'avez dit que c'était... Mais ce n'était pas de l'animation. C'était un film documentaire sur le village des Genevois-sur-Coffrane. Ça avait été une commande? Sur les activités, en fait, oui, c'était un film de commande sur les activités industrielles de ce village des Genevois-sur-Coffrane, où il y avait plusieurs usines qui travaillaient dans différents domaines, notamment dans la coutellerie, dans la production de choses, de la maçonnerie, et des différentes choses. Ouais, ouais. Et alors le cinéma d'animation, vous venez de nous dire que c'était déjà quelque chose qui vous fascinait, mais oui. D'où est-ce que vous venez cette passion? Ben, je sais pas. Elle vient simplement du phénomène que de faire bouger quelque chose sans le toucher et de voir le résultat, c'est amusant et puis c'est sympathique. Et on a vraiment... c'est quelque chose qui crée le mouvement dans le cinéma d'animation. C'est un art qui se crée. Par toutes sortes de techniques d'ailleurs. Il y a même le dessin direct sur la pellicule, il y a donc l'animation de dessins animés, les objets animés, et actuellement, depuis plusieurs années, le computer est devenu quelque chose de très important dans cette production-là. C'est en fait une chose qui existe pour la première fois au moment où c'est mis sur un écran. Ça n'avait pas existé avant. Donc ce n'est pas filmé comme du documentaire, c'est des images de création. Et les créateurs d'animation, qui sont nombreux, sont des gens qui savent très très bien manier le moyen
d'expliquer quelque chose, de créer une histoire, une petite histoire. D'ailleurs, les films à l'époque étaient plutôt très courts, mais aussi artistiques. Il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a énormément de techniques. Et c'était ça qui était intéressant quand on commence en fait à mettre la tête dans le cornet complet qu'est le film d'animation, on n'en sort plus. À l'époque, justement, est-ce qu'il y a des films en particulier ou des cinéastes en particulier qui vous ont particulièrement frappé? Il y avait déjà ce qui était projeté dans les cinémas. Il n'y avait pas autant de films d'animation que maintenant, mais on peut situer par exemple Blanche-Neige, les films de Disney, et puis aussi des films d'autres pays comme la Tchécoslovaquie, le Canada, enfin de beaucoup de pays, et surtout des films qu'on avait l'occasion de voir dans des festivals spécialisés sur le film d'animation. On y reviendra après, notamment au festival d'Annecy. Est-ce qu'à cette époque où vous avez commencé à vous y intéresser au cinéma d'animation, est-ce qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là en Suisse? Il se passait quelque chose en Suisse et c'est comme ça qu'on a réussi à se rencontrer un certain nombre de personnes. Mais au festival d'Annecy, où je suis allé relativement tôt, j'avais constaté qu'il y avait plusieurs Suisses qui étaient là, aussi bien des Suisses alémaniques que des Suisses romands ou même des Tessinois, et puis que ces gens ne se connaissaient pas entre eux. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui foire un peu, il faudrait bien les faire se rencontrer, d'où l'idée de se faire une section nationale suisse de l'Association internationale du film d'animation. Quand vous avez commencé à fréquenter le festival d'Annecy, vous viviez déjà du côté de Genève? Non, pas encore complètement. Non, ça a été encore à peu près 2 ou 3 ans. Et je suis allé à Genève. En fait, je me suis déplacé. J'ai complètement changé de métier. J'étais donc dans la technique, dessinateur technique, etc. J'ai changé complètement en prenant dans ma préoccupation ce que j'aimais, qui était le film d'animation. Ce qui ne veut pas dire que j'aimais pas ce que je faisais dans le domaine technique, mais je me suis créé en fait d'abord une vie un peu parallèle, qui est devenue une seconde vie, qui est toujours celle que j'ai maintenant. Alors concrètement, dites-nous quelle démarche vous avez faite pour changer de cap? J'ai montré des films dans certains ciné-clubs. J'ai aussi appris à aller dans certains festivals et j'ai écrit sur les films qu'on découvrait dans ces festivals. Et puis, peu à peu, j'ai réussi à rassembler un petit peu des réalisateurs et réalisatrices suisses. On a commencé à faire une sorte de confrérie qui est devenue, en 63, sauf erreur, je ne sais plus exactement l'année, qui est devenue le groupement suisse du film d'animation. Alors je crois que c'est un petit peu plus tard, autour de 1968. Oui, c'est ça, oui. Mais par contre, avant ça, vous avez suivi des cours par correspondance sur le cinéma dans une école française. Oui, mais qui n'était pas le cinéma d'animation, c'était le cinéma traditionnel. Oui. École universelle par correspondance, c'était pour un peu mieux me former au cinéma. Ça aboutit sur un petit papier, un diplôme? Ça aboutit sur un diplôme, oui. Et puis est-ce que c'est ça qui vous a permis d'entrer à la télévision? Même pas, mais ça a peut-être joué un rôle. Ça a peut-être joué un rôle, maintenant que j'y pense, oui. J'y ai jamais autrement pensé. Mais c'est effectivement suite à ces cours que vous êtes décidé de postuler à la télévision? À la télévision, oui. Pour quel poste? Alors là, c'était un poste, ça s'appelait coordonnateur de production. Et ça veut dire que c'était un bureau où tous les frais qu'il fallait mettre en route pour produire une émission, travail de caméra,
travail d'électricien, travail de preneur son, tout ça, il fallait en fait les combiner sur des budgets. Et savoir et aussi calculer les frais que pouvaient demander certains reportages, certaines émissions qui se faisaient en studio ou alors très loin. Et donc ça, c'était coordonnateur de production. Et puis peu à peu, mais vraiment petit peu à petit peu, j'ai réussi à ressortir ma passion du film d'animation dans cette entreprise qui était la télévision. Donc vous êtes entré à la télévision en mars 67. À ce moment-là, quelle place avait l'animation à la TSR? Elle avait une place assez reconnue déjà, ne serait-ce que par la publicité. Il y avait beaucoup de publicité qui se faisait avec du dessin animé, et puis aussi des petites séquences qui se mettaient en route derrière des génériques ou et dont plusieurs étaient produites en Suisse d'ailleurs. Et puis, mais la partie télévision sur le film d'animation de commande, donc veut dire commandé par la télévision, était relativement petite parce que d'une part ça coûtait cher et puis d'autre part c'était encore pas très populaire. D'un autre côté, alors, il y avait toute la programmation de films, soit beaucoup pour les services de la jeunesse, quelques-uns pour les adultes encore, mais c'était encore pas tout à fait le cas. Et là, cette production-là faisait partie de cases de programmation, généralement des services de la jeunesse. Beaucoup plus tard, il y en a eu qui ont été projetés tard le soir ou pour des sujets un petit peu différents. Alors concrètement, il y avait vraiment un département consacré à l'animation. Ouais, ça faisait partie de ce qu'on appelait le service film. Service film achetait des films et des droits de films, donc pour diffusion. Et dans cette partie-là, le service de la jeunesse, surtout, achetait des films d'animation, des dessins animés surtout, ou aussi des poupées de certains pays de l'Est, et les diffusait. Donc, il y a des choses qui se faisaient à Genève? Non. Pas. Ce qui se faisait à Genève en animation, c'était plutôt à l'époque quelques très courts films qui concernaient la publicité. Et puis aussi, c'est le moment aussi où il y en a qui commençaient à Genève à faire des films libres. Quand on dit libre, il faut le mettre entre guillemets, c'est donc des films qui n'étaient pas publicitaires, qui ont un élément très différent à comparer, c'est que le film libre de télévision n'est pas financé de la même manière que le film de commande. Le film de commande, c'est un papier qu'il faut signer, vous allez faire tant de minutes, tant de trucs avec tel personnage ou telle image. C'est fixé par avance et après le film est construit. Mais le film libre, c'est des réalisateurs qui se mettent au travail et qui ont des idées qui ne concernent pas la publicité, qui ne concernent pas le film de commande proprement dit, mais qui ont des idées d'œuvres, entre guillemets, œuvres plus classiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de cinéastes qui ont commencé à s'implanter? Eh bien, du côté de Genève, il y a un studio qui s'est bien fait connaître, qui était le studio GDS, donc de Georges Schwitzgebel, Claude Luyet et Daniel Souter. Il y avait aussi Edmond Lichty,
qui faisait aussi passablement de films de commande. Il y a eu un... On peut juste s'arrêter sur son nom. C'est quelqu'un qui a aussi travaillé au sein de la télévision? Non, oui, indirectement. Il a fait énormément de choses pour la télévision, mais il avait son propre studio. Indépendant, donc d'accord. voilà. Oui. Et dans son studio, il y a eu quelques artistes aussi qui ont fait des films dits libres, à des moments où ils n'étaient pas trop préoccupés par les films de commande, notamment Ferran Galard. Et il y a aussi une chose, c'est que il y a eu encore d'autres réalisateurs dans le domaine de ce qu'on appelait cinéma d'amateur. Le cinéma d'amateur avait quand même dans ses rangs quelques rares réalisateurs qui ont tenté le film d'animation, notamment justement on parlait de M. Parat ou Gilbert Vuillem à Fleurier, ou enfin passablement d'autres, mais Erwin Huppert, comme ça, qui sont pas connus de beaucoup de festivals parce qu'ils n'envoyaient pas leurs œuvres à des festivals ou très peu. Alors on va peut-être revenir justement maintenant à la création du groupement suisse du film d'animation. Alors revenons pour ça également au festival d'Annecy. C'est un festival qui a commencé à quelle époque? En 60. Début des années 60. Oui, mais c'était d'abord tous les 2 ans. D'accord. Et puis vous y êtes rendu... En 63, pour la première fois. Et puis, comme amateur? Simplement comme spectateur. Voilà. Oui, oui. Et puis, c'est là que justement j'ai vu certains Suisses qui ne se connaissaient pas et puis peu à peu développer une démarche pour essayer de rassembler un peu les différents talents. D'autant plus qu'existait déjà une association internationale des films d'animation avec des sections nationales. Donc vous avez jugé important d'en faire une? D'en faire une, oui. Voilà, oui. On s'est trouvé quelques-uns et on a réussi à créer cette section nationale de l'association internationale. Alors, qui est-ce qui était dans ces tout premiers sites intéressés par... Il y avait, je reviens aussi à Georges Fitzgibbon, Claude Luyet, il y avait à l'époque aussi Poussin, il y avait Nagan Sorge, sa femme, qui travaillait beaucoup. Il y avait aussi des Suisses alémaniques qui venaient de certaines entreprises qu'on connaissait comme Propsfilm, et puis des entreprises à Zurich ou à Bâle. Et c'était un noyau de, qu'est-ce qu'il faut dire, à peu près une vingtaine de personnes là, au départ. Et concrètement, vous vous êtes retrouvés dans votre cuisine, c'est une légende? Oui, c'est une légende. C'est un mot un peu bizarre. C'est né dans notre cuisine, mais pas autrement que... on était quelques-uns aussi à apprendre un peu dans la cuisine, mais c'est simplement parce qu'il fallait renéoscoper des convocations, les textes des statuts de l'association internationale, que d'ailleurs ma femme avait traduit pour la langue allemande, et puis on tirait ça à la cuisine, sur la table, à manger, avec les feuilles qui passent comme ça, et puis au système qu'on appelait à l'époque système à l'alcool. Ça faisait de ces espèces de pages avec du texte bleu, comme ça. C'était même pas encore du stencil, comme ça. Et ça, c'est la petite légende, c'est né dans la cuisine des draps. Et puis Freddy Buach faisait aussi partie... Freddy Buach allait énormément au Festival d'Annecy aussi, oui. Il était intéressé oui. à la création du GSF? Oui. Tout à fait, oui. D'autant plus que la Cinémathèque, à l'époque, en tout cas, avait donné un bon coup de main pour la mise en évidence de cette création.
qui a d'ailleurs aussi été assez apprécié et présenté au niveau des autorités fédérales du cinéma. Alors justement, quels étaient les buts visés par ce groupement? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, que les films soient présentés dans les festivals internationaux, il y en a beaucoup, d'aider à la réalisation, de pouvoir ouvrir des pages d'aide qu'on appelait les frais de production, et aussi d'avoir énormément de contacts avec les gens d'autres pays, d'autres organisations et de l'organisation internationale. Donc tout ça, c'est un bloc de travail qu'il fallait faire et de réunion de différentes activités. Actuellement encore, si je peux faire une parenthèse tout de suite, il y a un élément qui a été aussi à l'époque essayé, c'était de créer des formations aux films d'animation. Et actuellement, il y a une excellente école qui est à Lucerne, qui est devenue un phénomène pour l'animation suisse important. Parce qu'ils font des films qui sont maintenant présentés dans des festivals où il y a une section films d'études. Et généralement, ces films-là, qui sont présentés par ces écoles, sont très bien reçus, mais on ne le sait pas parce qu'ils ne passent pas dans les cinémas. Alors, puisque vous faites la parenthèse, en quoi est-ce que les écoles d'animation sont quelque chose de très important pour les jeunes qui... Parce que maintenant, disons, étudier dans le domaine, ça demande quand même un investissement. Et le fait que des écoles, c'est justement le cas de Lucerne, qui dépendent du système universitaire, fait que la demande en personnel de formation soit assurée et bien rétribuée. Je reviens à l'école de Lucerne, d'autant plus que c'est la plus connue en Suisse actuellement. Il y a eu des essais à l'université à Lausanne ou dans des écoles aussi sur Genève comme ça. Mais le cas de Lucerne est connu parce qu'ils ont réussi à créer un système véritablement scolaire où il y a eu non seulement des Suisses qui sont enseignants, mais qui font appel à des spécialistes étrangers de temps en temps pour une manifestation ou pour des cours, etc., pour des détails. En fait, c'est simplement le phénomène que c'est une école d'où les gens sortent avec un bagage complet. On peut peut-être préciser qu'à Lucerne, ça fait partie de la Haute École d'Art. Oui. Et puis la filière animation a été créée en 2001. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est donc un phénomène récent. Très récent, oui. Oui. Alors, au début des années 70, c'était quoi les possibilités pour les personnes qui débutaient? Il y en a passablement qui devaient un petit peu se débrouiller tout seuls. Il y en a quelques-uns qui ont pu étudier avec des réalisateurs qui avaient un moment à consacrer, notamment sur Genève. Il y avait un Suédois, qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelait Arne Boström. Lui, il prêtait son studio pour que les jeunes puissent faire certains travaux, parce qu'un studio d'animation, ça coûte très cher. Enfin, ça coûtait très cher à l'époque, quand on ne travaillait pas avec l'ordinateur. Et puis, c'est aussi officialiser une formation par des biais de différentes sortes. Certains qui apprenaient soit dans un service graphique d'une des chaînes de télévision, soit dans un studio, etc. Alors je profite que vous soyez l'historien officiel du cinéma suisse d'animation pour que vous nous expliquiez un petit peu
ce qui existe déjà en Suisse allemande, parce que vous avez dit que dès après la Deuxième Guerre, il y a déjà eu des choses, Oui. des possibilités. Il y a eu un bon nombre de studios, d'ailleurs certains existent toujours, et ce sont des studios qui ont été, pour quelques-uns, créés par des réalisatrices ou réalisateurs venant d'Allemagne et qui se sont installés soit à Zurich, même certains jusqu'au Tessin, et qui ont, de par le fait qu'ils faisaient du travail de commande essentiellement, avaient la possibilité d'ouvrir un certain nombre de tables dans leur studio qui permettaient à une catégorie de jeunes de s'exprimer, de dessiner, de former. Et puis ça, sur quasiment une grande partie, sur le phénomène du film publicitaire. Mais le film publicitaire a permis un certain nombre d'éclosions de talents. Et aussi, c'est un peu sur toute la région suisse alémanique. Il y a eu à Zurich, à Bâle, même à Saint-Gall, il y a eu beaucoup de studios qui s'étaient spécialisés sur le film de commande, donc quand même avec un fonds financier satisfaisant, mais qui permettait de diversifier un petit peu la démarche du dessin. Il y a actuellement un certain nombre de films qui ont été d'ailleurs découverts il n'y a pas très longtemps, enfin ça fait quelques mois, à Lucerne, où on voit qu'en Suisse alémanique, même dans les films publicitaires ou dans certains petits films d'ouverture d'émissions de télévision, il y a des travaux qui étaient très valables. Quand vous dites découverts, c'est parce qu'ils ont été montrés, mais c'est des films qui étaient conservés dans les entreprises, par exemple? Oui, bien sûr, parce que ils n'étaient pas montrés en fait au cinéma. C'était pas des films d'ouverture, ils n'étaient pas montrés au cinéma, c'est ça. Ils étaient montrés dans le cadre des entreprises. Oui, c'est ça, oui. À la création du GSFA, est-ce qu'il y avait aussi des cinéastes alémaniques qui étaient... Oui. Là? Est-ce que vous pourriez nous dire qui? Et puis, on a un petit peu l'impression que ça s'est créé plutôt en Suisse romande. Non, en fait, ça c'est un peu... Oui, il y a eu un côté roman du fait, en fait, que avec le Festival d'Annecy, c'était un peu les romans qui s'y rendaient. Mais chez les Suisses alémaniques, il y a eu aussi un certain nombre qui venaient, mais moins qu'on peut le supposer, parce que ceux qui travaillaient en fait dans le film commercial et la partie suisse alémanique, c'était surtout commercial, ils n'allaient pas au Festival d'Annecy, ils avaient des festivals spécialisés pour le film de réclame, et notamment chaque année à Cannes, il y a un grand festival du film de réclame, de promotion, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'au départ, ça a été un petit peu plus roman, mais après peu de temps, il y a pas mal de réalisateurs suisses alémaniques qui sont venus, et même des étudiants de certaines écoles qui, à l'époque, donnaient aussi le cinéma d'animation. C'était notamment à l'université à Zurich, c'était à Bâle, etc. Donc, c'est pas un phénomène uniquement roman. Et en plus, il y a eu aussi des créateurs du Tessin. Et il y a eu des créateurs du Tessin. Vous sauriez nous dire? Alors les noms maintenant, alors là je ne saurais plus, mais enfin des gens qui notamment travaillaient en coproduction dans les studios de Bruno Bozzetto qui était à Milan. Donc les Tessinois allaient plutôt du côté italien pour se former à l'animation. Et puis encore, chez les Suisses alémaniques, il y avait un certain nombre de cinéastes dits
amateur. Une des préoccupations du GSFA, ça a été aussi de faire une place au film d'animation à Berne, l'argent que Berne donne Oui. aux cinéastes. Ça, c'est une position un peu plus récente. Et effectivement, alors actuellement, une bonne partie donc, des gens qui gèrent le groupement suisse, que ce soit le président, que ce soit un secrétaire ou des travaux particuliers, sont maintenant chez les Suisses alémaniques et ils font une énorme avance pour foncer que le film d'animation est important et qu'il faut l'aider. Et ça, c'est un travail qui est nouveau, mais qui est très très important parce que la Confédération maintenant ouvre un peu certains budgets qui jusqu'ici n'étaient même pas exprimés pour ces aides à la réalisation, mais à la réalisation de films libres. Donc de films artistiques. Autant Nag Ansorge que Georges Fitzgibbon aujourd'hui nous ont dit que quelque chose d'important, c'était de faire comprendre que le cinéma d'animation, c'était pas juste un hobby, c'était pas juste des films pour les enfants. Ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que ça demandait un temps énorme, un travail énorme pour quelques minutes de film, et puis qu'il y avait besoin d'argent pour ces films-là. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'il a fallu faire comprendre aux autorités, aux gens qui préparent les budgets. Oui, oui. Nag nous a dit qu'il s'était lui-même rendu à Berne. Il est allé voir le chef de la section cinéma, oui. Benninger, oui. pour expliquer tout cela. Oui. Vous étiez avec lui? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai aucune compétence financière en ce qui concerne. Je ne suis pas un créateur, donc j'ai pas de. C'est les producteurs qui doivent, comme souvent le réalisateur est son propre producteur, c'est souvent eux donc qui sont soumis au fait de devoir écrire des budgets et de bien préciser quels éléments du budget ils ont besoin pour mettre en route une nouvelle aventure, un nouveau film. Et alors j'en profite pour vous demander si vous n'avez pas eu envie de réaliser vous-même des films. Non. Non, honnêtement non. Je dessine mal et j'aurais certainement fait des choses très mauvaises. Et non. Je préfère écrire sur le domaine ou faire des programmes particuliers de différentes choses qui m'intéressent dans le domaine. Par exemple, pour un festival, un festival soit en Suisse, soit à l'étranger. On a des bonnes manifestations en Suisse maintenant, notamment à Baden, il y a un bon festival, et il y a un festival à Genève qui s'appelle Animatou, qui est aussi un bon festival. Il y a parfois une section, mais pas toujours, au festival de Locarno. Il y a... J'en oublie probablement, mais il y a un certain nombre de possibilités aux réalisateurs de montrer leurs œuvres. Et puis à Soleure... et Soleure, évidemment, puisque c'est le... oui. Qui s'est fait une petite place à Soleure. C'est le concours annuel, d'ailleurs. Oui. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est implanté Alors là, c'est une histoire qui est due à un laboratoire, un monsieur de laboratoire. C'était un laboratoire qui était à Genève et à Zurich, qui était Cinégramme. Merci. Et il y a un homme de Cinégramme, Monsieur Sparer, merci, qui, voyant les animations qui étaient présentées un petit peu comme ça, qui a dit, mais je crois on veut mettre un prix où est né donc comme ça
le prix suisse du film d'animation qui a maintenant lieu chaque année à Soleure depuis une quarantaine d'années. Et c'est donc M. Sperrer qui est l'auteur de ça. Et il faut qu'il en soit remercié parce que c'est quelque chose qui est important. C'est surtout important, je pense, pour les nouveaux animateurs, pour ceux qui ont des nouveaux films qui sont montrés la première fois. C'est difficile des fois de montrer des films de la part des jeunes réalisateurs dans des festivals très connus parce qu'il y a une quantité de choses qui arrivent. C'est peut-être beaucoup plus aisé de le faire dans des manifestations spécialisées, comme aussi maintenant commence à se faire un festival des films d'animation d'école, mais je ne sais pas où ça va avoir lieu. Mais c'est quelque chose qui est en route. Dites-nous comment a évolué votre travail à la TSR? Oh, alors là, j'ai réussi à peu, un peu, mettre des feuilles dans un cahier. Puis le cahier est devenu un petit peu plus gros, puis un petit peu plus gros, jusqu'au moment où j'ai eu la possibilité de créer et de faire des émissions sur le domaine du film d'animation et d'avoir une case relativement régulière, parce que moi je m'adressais plutôt au public âgé, au public, disons, de fin de soirée, alors que les services de la jeunesse s'occupaient des programmes pour les enfants. Et puis, j'ai toujours défendu cette attitude, et dans la maison TSR, j'étais connu comme un peu le maniaque de l'animation. Vous êtes devenu responsable des coproductions de films d'animation? Quelques-unes, mais très peu. Tandis que la personne qui m'a remplacé depuis le moment où, ça fait 10 ans quasiment que je suis à la retraite, la personne qui m'a remplacé maintenant s'occupe effectivement des coproductions et s'en occupe très très bien. Et en plus, c'est une jeune dame qui fait elle aussi de l'animation, ce que je ne faisais pas. C'est Isabella Rieben. C'est Isabella Rieben, exactement. Mais alors si on revient un petit peu à vos débuts à la TSR, vous avez petit à petit introduit l'animation. Petit à petit, oui, début, simplement. Vous ne occupiez pas d'animation? Non, c'était de la production, oui. Oui. Non, je me suis même jamais occupé totalement d'animation. C'est quelque chose que j'ai un peu pu pousser peu à peu et ça a été accepté. On me connaissait pour ça. Alors, à côté de votre travail à la TSR, vous avez aussi écrit beaucoup d'articles dans les revues spécialisées? D'articles dans les revues spécialisées, oui, dans des revues de cinéma, que suisses ou françaises, ou même dans des revues de certains groupements nationaux de l'association internationale, comme au Canada ou en Italie. Et puis, j'ai écrit un bouquin sur le film d'animation en Suisse, mais qui date de 76, donc c'est une vieille chose. Et puis, j'ai aussi composé des programmes pour certains festivals, certains ciné-clubs. Et j'ai aussi écrit un bouquin, mais en anglais, je l'ai écrit en français d'ailleurs, mais en anglais, sur le long métrage d'animation à travers le monde. Et ça, c'était la première fois que ça paraissait. Mais c'est vieux aussi. Et puis, est-ce que vous avez aussi écrit dans la presse régulière? Non, parce qu'en fait, la presse régulière a ses propres journalistes. Donc, dans des festivals comme par exemple à Annecy, il y avait une personne qui venait spécifiquement, par exemple, pour La Suisse, qui était le journal à Genève, qui était M. Marc Ramon, qui malheureusement vient de décéder. Et ça, c'était une rubrique qui était tout à fait protégée pour les journalistes faisant partie des staffs des revues.
des journaux. Les seules choses un peu diverses que j'ai faites, c'est d'écrire dans les revues suisses de cinéma. Mais pas beaucoup, hein, ça se fait maximum une fois par année, à l'occasion d'un festival ou à l'occasion des journées de Soleur ou comme ça. Hein. Mais, oui. L'histoire du cinéma suisse d'animation que vous avez publié à la fin des années 70, ça s'est fait avec la Cinémathèque suisse. C'est la Cinémathèque qui l'a publié. Et puis il y a eu une édition complémentaire qui a été faite par quelqu'un qui connaît bien aussi le film d'animation, qui est M. Cozandet. Et il a fait donc une suite. Et c'est donc à travers la Cinémathèque que l'animation suisse a aussi pu être connue par ses publications. Mais maintenant, il y a d'autres publications qui ont été faites. Notamment, il y a un bouquin qui a été fait sur George Schwitzgebel, lui-même pour lui. Il y a un bouquin qui vient d'être publié l'an dernier avec l'aide donc de l'université de Lucerne sur la situation du film d'animation suisse actuellement, qui est un gros bouquin très bien documenté. Donc, il y a un intérêt maintenant au plan de la presse pour ce domaine qui était un peu ignoré encore il y a 40-50 ans en arrière. Est-ce que vous pensez que les films d'animation suisse ont un caractère identitaire? Pas du tout. Pas du tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Et un exemple, c'est simplement de regarder la production, par exemple, de l'école de Lucerne. Pour une année, ils font, chacun des élèves fait un film final ou intermédiaire. Et il y a de tout dedans, et il n'y a pas d'identité vraiment nationale. De temps en temps, il y a un réalisateur qui fait un film très suisse. Par exemple, un film sur des sports d'hiver ou des choses comme ça. Mais de façon générale, on peut pas donner on pourrait pas mettre un petit drapeau suisse sur les films qu'on voit puis qu'on sait qui sont faits en Suisse. Mais est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi? Non, oui. C'est parce que la richesse du film d'animation, c'est une variété de production. C'est une variété de sujets, ça permet de s'exprimer sur énormément de choses. Donc, qu'elle se passe en Suisse ou à l'étranger, on n'est pas obligé de mettre une croix suisse dessus. Si on porte un regard sur cette période des années 60, 70, où toutes les choses se sont mises en place par rapport à aujourd'hui, quelle évolution s'est produite? Les choses sont relativement claires. Cette année, à Soleure, il y a toutes les fois donc une journée consacrée aux films d'animation. Peu à peu, on rencontre beaucoup de gens qui en ont fait, qu'on ne connaît pas. C'est surtout des jeunes et des gens qui viennent d'ailleurs. On s'est trouvé dans la salle où on fait un petit apéro avant la séance de projection des films d'animation suisse. On s'est trouvé cette année avec un chiffre énorme de participants. On a atteint les 100 personnes, alors que ce genre d'événement, il y a encore 15 ou 20 ans, ça déplaçait 15-20 personnes, quoi. À peu près, hein, grosso modo, comme ça, il faudrait faire des statistiques. Mais cette année, c'était bourré de gens qui ont affaire avec l'animation. Oui, il faut dire que depuis quelques années, justement, le cinéma suisse d'animation commence vraiment à avoir une certaine ampleur et une certaine réputation. Oui, d'autant plus que depuis quelque temps,
certains festivals spécialisés en animation font des sections suisses ou des programmes suisses, montrent des programmes suisses, ce qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années en arrière. Actuellement, il y a un festival en France, mais je ne sais plus exactement où il y a un programme suisse. Et c'est vrai qu'il commence à être bien reconnu à l'étranger. Dans votre propre parcours, qu'est-ce qui vous a apporté le plus de satisfaction? C'est une blague, c'est de rentrer à la maison après un festival et puis tout à coup d'essayer de me souvenir ce que j'ai vu et puis je me rappelle plus ce que j'ai vu. Dans vos diverses activités. Mais c'est parce qu'on me demande encore quelques textes, quelques aides ou quelques collaborations, mais j'en fais de moins en moins parce que j'ai quand même un âge où il faut un peu se limiter quand même. Merci beaucoup. Merci.